Merci beaucoup, Natacha. Bonjour à vous. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager ma passion, parce que c'est une passion que je vais vous partager. Les recherches, les développements que j'ai faits dans mon métier d'horticulteur au départ. J'ai été formé dans ce domaine-là. J'ai enseigné aussi dans une école à Nicolette, l'école d'agriculture de Nicolette, un bout de temps. Mais comme tel, je vous dirais, j'ai bifurqué un peu parce qu'à un moment donné, il faut aussi, quand on n'est pas satisfait complètement d'une chose, pas avoir peur de faire autrement. Alors, et aujourd'hui, il faut aller vers ça, faire autrement. Mais pas si autrement que ça. Dans le fond, il faut revenir aux bases, il faut revenir aux sources, tout simplement. On a des beaux exemples pour ça. Puis il y a des conférences dans ce sens-là aujourd'hui. Alors moi, je dis aux gens, ose faire autrement. Le pire qui peut arriver, là, c'est de faire mieux que jusqu'à maintenant. Alors, on va y aller dans ce sens-là. OK. Alors, sans plus tarder, OPAI, amendement pour une meilleure gestion des ressources. Pour moi, c'est important. Fondamentalement, bon, oui, j'ai étudié en horticulture, mais je trouvais que c'était beaucoup de consommation de produits. OK? On achète des engrais, du compost, des mycorhizes, la chaux, des pesticides parce qu'on a des problèmes. Alors, on n'arrête pas de consommer des produits. Puis, dans un contexte environnemental, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, là, horticulture, jardinage, là, fait partie de l'environnement, ça. Alors, mais l'environnement, on n'en parle pas assez. Okay. Alors, il y a des lois fondamentales qui font que les végétaux sont autonomes dans la nature. Et pourtant, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi, là, mais pas personne qui va tirer sur un arbre ou qui va y mettre du compost ou qui va l'arroser pour qu'il pousse. Même en temps de sécheresse, ça pousse. Hein? Alors que nos plantes, elles, là, ça demande toutes sortes de soins. Alors moi, je me suis tanné un peu de ça parce que, fondamentalement, je suis plus un environnementaliste qu'un horticulteur. Alors, j'ai dit, écoute, là, il y a des réponses que je n'ai pas dans le domaine que je suis. Bien, c'est à moi de les trouver. Tu sais, je ne peux pas chialer après le système. Ça ne donne rien quand on chiale après le système qui ne marche pas. Okay? Qui ne fait pas de affaires, du moins. Alors, c'est moi que ça ne fait pas mon affaire, c'est à moi de me trouver une solution. C'est la philosophie que j'ai. Et je m'en suis trouvé un fumeux de paquet de solutions que je vais vous partager aujourd'hui, d'accord? Mais ces solutions-là ont été basées sur des choses fondamentales, des lois fondamentales en environnement qui gèrent le monde végétal. On va en avoir quelques-unes aujourd'hui, mais en réalité, il faudrait qu'on finisse à 7 heures ce soir pour que je vous les livre toutes. Fait que je n'ai pas grand temps. Évidemment, les conférences ne durent pas tellement longtemps. Alors, OPAI et amendement pour une meilleure gestion des ressources. Vous savez, la nature nous donne plein de choses, puis on a appris dans notre monde à les valoriser correctement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas payant pour notre système économique. Hein? Faut vendre des affaires. Il faut que les entreprises vendent des affaires. Alors, ils ne vous diront pas, utilise tes feuilles, c'est bon tes feuilles. Utilise pas l'eau qui est naturelle. Non, il faut que tu arroses. Il faut que tu aies un système d'arrosage pour mouiller tes plantes puis les arroser. Tu sais, je veux dire, alors, mais moi, je voulais essayer de baisser mon coût de vie. Je voulais être plus libre aussi de mes gestes, plus libre de mon portefeuille aussi. Parce que vous savez que ça commence à coûter cher d'aller au centre jardin. Hein? Puis, moi, j'ai pour mon dire, le jardinage, on sait que depuis la pandémie, ça a pris de l'ampleur. Pourquoi? Parce que c'est à peu près le seul passe-temps qui nous restait à faire confiné dans nos cabanes. Tu sais. Alors, mais sauf que là, jardiner, ça se fait pas en criant ciseaux comme ça, puis ça se fait pas dans n'importe quelle condition. Il s'est développé beaucoup la mode des bacs durant ce temps-là. OK? Mais ça nous rendait encore plus dépendants d'achat de produits, de terreaux, d'engrais spéciaux, de bacs aussi, etc., pour cultiver un plant de tomate. Alors, et je me suis toujours dit, moi, parce que j'ai un côté aussi dans le développement durable, en fin de compte, il faut considérer trois niveaux. Il y a l'environnement, il y a le social, puis il y a l'économie. Okay. Vu dans là que je les ai mis, là, j'ai pas mis ça dans économie, hein, parce que là, quand on parle de développement durable, dans notre système, on commence par parler d'économie. Si ça ne marche pas, on ne s'occupe pas des deux autres. Alors, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est comment je peux, en protégeant l'environnement, puis en étant équitable socialement, je peux arriver à bien vivre. Okay. Alors, et puis là, je me suis rendu compte que là, ça ne marchait pas. En tout cas, bref, j'ai trouvé des manières. Et je vais vous les partager rapidement parce qu'on n'a pas grand temps. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre comment les végétaux font pour répondre à leurs besoins en eau. On va y aller avec l'eau parce que ça, l'eau, l'arrosage, là, c'est ça qui amène le plus grand nombre de problèmes en horticulture et en jardinage sur vos plantes. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des problèmes qu'on gère avec des pesticides, avec ci, avec ça, qui finalement sont en relation avec un mauvais arrosage, tout simplement, un mauvais apport en eau. OK? Je vous donne un exemple
je pense que vous allez bien comprendre. Tu sais, arroser, c'est une chose, mais arroser à la bonne place, c'en est une autre. Si, par exemple, vous avez bien soif, là, durant l'été, il fait chaud, vous avez bien soif, de vous tirer une chaudière d'eau sur la tête, ça va-tu vous abreuver, ça? Deux. Ouais. Tu pognes ce qui tombe, là, mais pas sûr que ça t'abreuve bien gros. Puis même si tu en tuerais 2 puis 3, c'est pas la quantité qui compte, c'est de la mettre à bonne place. On s'entend-tu là-dessus? Un verre de 8 onces d'eau, ça serait suffisant si on se le met dans le gorgoton. Hein? Alors, c'est ça, c'est pareil en horticulture et en jardinage, c'est quand quelque part, on nous offre des moyens d'arroser, mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? Fait qu'on va essayer de voir comment dans la nature ça se passe. Parce qu'est-ce qu'il mouille tout le temps dans la nature? Là, on s'en va de plus en plus vers des périodes de sécheresse. Et puis pour autant, on en a vécu de toute façon les années passées. Et est-ce que les arbres dans le bois ont fané? Est-ce que les prairies sauvages se sont empêchées de fleurir pour autant? Personne n'est allé les arroser pourtant. Alors, on va essayer de voir. Non, on n'essayera pas. On va aller voir comment ça fonctionne. OK? Alors, l'approvisionnement en eau là, peut venir là, de 3 sources. OK? Il y a à peu près plus ou moins 5 % qui vient de l'air. D'ailleurs, il y a certaines plantes, certains végétaux qui ne se nourrissent qui ne s'abreuvent que de ça, presque, comme par exemple le lichen qui pousse sur les roches. On s'entend qu'eux autres, là, quand il fait gros soleil, la roche est bien sec, le lichen qui vit dessus pareil, il faut qu'il trouve son eau en quelque part, alors il s'abreuve par l'humidité de l'air. D'accord? Mais c'est très peu. Un plant de tomate pas capable de vivre avec cette eau-là, là, hein, avec l'humidité de l'air. Plus ou moins 15 % apporté par la pluie, parce que c'est rare qu'il pleut. Puis c'est rare qu'il pleut suffisamment pour rejoindre les racines d'une plante. Vous avez remarqué, là, quand il pleut, là, quand il annonce 5 mm, 10 mm, là, ça mouille à peine ça de terre. OK? Et les racines ne sont pas là. Il ne faut pas qu'ils soient là. Sinon, vos plantes vont toujours être en séché. Ils vont toujours avoir besoin d'eau. Là. Alors, il faut encourager le système racinaire pour aller en profondeur et en largeur, parce que autour de 80 % il est fourni par le sous-sol. Et ça, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est une loi fondamentale que vous allez reconnaître. Moi, je l'appelle comme ça, la lampe à l'huile. Parce que c'est très représentatif, une lampe à l'huile. Hein, l'huile est en base, est en bas. Puis parce qu'il y a une mèche poreuse, l'huile arrive à se grimper après la mèche, donc défier la loi de la gravité pour se rendre en haut, puis c'est ça qui brûle. C'est l'huile qui brûle. Okay? Alors, la Terre, c'est comme une immense mèche à l'eau qui fait remonter l'eau du sous-sol constamment, régulièrement, et qui vient disponible aux plantes qui installent leur système racinaire pour la capter. C'est comme ça marche. Okay? Alors, le principe de la capillarité, la capacité qu'a un liquide de s'imbiber à travers un matériel qui est micro-poreux. Okay? Micro-poreux parce que si vous avez des trop grosses ouvertures, des trop gros espaces entre les particules, il n'y en aura pas de capillarité. Okay? D'ailleurs, on va voir tantôt, là, quand on bâtit des chemins, là, pourquoi ils mettent des matériaux grossiers dans le fond, dans la fondation. Ou quand on fait de l'aménagement paysager, on fait du pavé uni, pour avoir une bonne fondation, si on ne veut pas qu'avec le gel, ça se déforme, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui vienne en dessous. Okay? Alors, le plus grand besoin, on a vu, le plus grand besoin, pourcentage de besoin est comblé par la capillarité du sol. Il faut comprendre ça au départ. Mais ça, moi, j'ai pas appris ça à l'école. Pourtant, je suis diplômé en horticulture. Je n'entends à peu près jamais parler. N'avez-vous déjà entendu parler de ça, de la loi de la capillarité? Non, ou presque pas. Vous l'avez entendu où? Comment? Ah, oui, mais c'est moi qui vous ai dit ça, ou? Oui, OK. Mais moi, là, ça commence à se parler parce qu'on finit par s'en rendre compte, tu sais. Alors, je l'ai écrit dans mes livres. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres écrits depuis 2005. Ça fait qu'il n'est pas dit qu'en quelque part, ça n'a pas été pris dans mon livre. Puis là, à ce moment-là, on se rend compte que oui, c'est de même que ça fonctionne. De toute façon, je vais vous donner des exemples. OK, regardez. L'arrosage des plantes par la secoupe. Quand on arrose des bouquets à l'intérieur, on met l'eau dans la secoupe. Qu'est-ce qui arrive? Hein? L'eau rentre dans le bouquet. Elle monte. Alors ça, c'est le phénomène de capillarité. Arrosage plus fréquent dans les pots, les balconnières, les bacs surélevés avec la grosse mode des bacs. Vous savez comment est-ce qu'il faut mettre de l'eau là-dedans? Pas mal plus qu'avec un jardin en pleine terre. Mais ça dépend si votre sol est trop salin, si on veut, il y a trop d'engrais dedans. Il faut faire ce qu'on appelle un lessivage et puis là, éviter que l'eau revienne dans votre bouquet. Mais ça, c'est autre chose. Mais comme tel, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau monte. Quand vous avez un bouquet, vous savez, quand vous avez des petits grains blancs ou jaunes qui se forment sur le dessus de vos pots là, dans la maison, là, je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire, là. Bon, ça, c'est de la salinité. Comment ça a fait pour arriver là, ça, cette salinité-là? C'est à cause du phénomène de capillarité qui, elle, remonte l'eau
qui contient des engrais dedans. Puis quand l'eau arrive en surface, s'évapore et laisse les sels là, laisse les engrais là. Alors c'est pour ça qu'il s'accumule des sels comme ça en surface, à cause du phénomène de capillarité. Quand ça s'accumule trop, vous avez avantage à les enlever. Oui. Parce que c'est souvent des sels, c'est des sulfates ou des phosphates, c'est des choses, c'est des engrais qui sont poisons un peu pour la plante puis qui pourraient nuire à votre fertilisation. OK, difficulté à faire pousser au fait, les bacs, les balconnières, c'est parce qu'ils n'ont pas la source souterraine. Hein? Quand tu as un fond, le moindrement que tu as un contenant qui a un fond, tu es coupé de la montée d'eau du sous-sol. Alors, si tu as un bac qui est surélevé, qui est sorti de terre, tu as des côtés, mais tu as un contact avec le sol. Il reste que le fait que ton bac est un peu plus haut que le sol, tu viens de rallonger la mèche, la distance entre la source et le besoin. Et là, à ce moment-là, tu en as moins qui se rend. Alors, plus on surélève une plate-bande, plus on fait des buttes ou qu'on fait un bac qui est élevé, qu'on remonte le sol, on rallonge la mèche. Pareil comme une lampe à l'huile, s'il y aurait l'huile au sol ici, puis j'aurais une mèche de 3 pieds de long, l'huile, pensez-vous qu'elle va se rendre jusqu'en haut ici? Vous l'essayerez, en tout cas, si vous n'êtes pas convaincu. Vous allez voir que ça ne se rendra jamais. OK? Alors, plus la mèche est longue, plus la distance est grande, moins il y a d'eau qui se rend. Fait que ça a une influence sur les besoins qu'on a de rajouter de l'eau. Mais moi, je vais rajouter de l'eau pour repartir la capillarité. Pas pour arroser ma plante, pour repartir la capillarité. Parce qu'elle est gratuite, cette eau-là. Puis c'est elle qui est régulière, qui permet à la plante de bien vivre. Puis comme le phénomène que je vous disais tantôt des grains, des sels qui se ramassent sur le dessus d'un bouquet, là, est-ce que vous pensez que quand la capillarité remonte du sous-sol, elle remonte en même temps des éléments nutritifs pour nourrir les plantes? Oui, hein? Alors, c'est pour ça que les arbres ici à Montréal, qui sont plantés dans un petit carré de 3 pieds par 3 pieds, puis toutes les racines sont comme en dessous de l'asphalte, puis du béton, puis tous les trottoirs, mais qu'ils font pour se nourrir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui remonte du sous-sol là, pour être capable de les approvisionner en éléments nutritifs. D'autant plus qu'on leur enlève les feuilles. Hein, on ramasse les feuilles, on torse ça de là dans la rue, puis l'arbre ne retrouve jamais ses feuilles, alors que dans le processus de consommation circulaire, dans la nature, une plante se nourrit de son propre feuillage. Les arbres perdent leurs feuilles à leurs pieds, qui devient le compost, qui nourrit l'arbre, qui refait d'autres feuilles. Hein? Une prairie sauvage, pareil, l'herbe écrase dans le champ, la prairie pousse au travers, la vieille herbe se décompose et nourrit la prairie, et elle est autonome grâce à ça. Alors, avec cette logique environnementale-là, il faut comprendre qu'un arbre, ça fait 40 ans qu'il est chez vous, puis ça fait 40 ans que tu enlèves les feuilles pour les mettre sur le bord du chemin, bien, ça se peut-tu que, OK, oui, il a toffé 40 ans parce qu'il peut retrouver de la nourriture qui remonte par capillarité. Si ce phénomène-là n'existait pas, il creverait tout de suite. Il n'y en aurait plus de fertilisants, là. Mais il est capable de survivre. Puis c'est tolérant, un arbre. C'est résilient, un arbre. Mais quand ça commence à montrer des signes de faiblesse, puis qu'il y a des branches qui meurent, puis tout ça, là, essaye pas de ramener ça. Là, ça montre qu'en quelque part, il est en déficience, là, qu'il est en train de dépérir parce qu'il ne retrouve pas sa nourriture. On y enlève à 3 ans en ramassant les feuilles. D'accord? Bon, difficulté, ça c'est oui. Pourquoi la pelouse, justement, pour se promener entre des arbres? Tout simplement que si l'eau vient du sous-sol, l'arbre a installé son système racinaire pour la capter, cette eau-là. Alors, qui boit l'eau en premier? La pelouse en l'air ou bien non l'arbre qui, lui, ses racines sont plus profondes? C'est ça qui fait que ça ne pousse pas bien en dessous d'un arbre, la pelouse. Ou n'importe quelle plante qui n'a pas un enracinement profond. Les végétaux plantés près des solages de maison, ben, c'est un peu pareil. En plus, on a mis un drain pour bloquer l'eau qui monte. Hein, on ne veut pas avoir d'eau dans la cave. Fait qu'on a mis un drain, puis rempli ça de pierres concassées, puis de matériaux grossiers qui ne font pas remonter l'eau. Je vous parlais des chemins tantôt, je pense que je l'ai plus loin, là. C'est ça, je l'ai ici. Plus les particules de sol vont être grossières, moins bonne va être la remontée d'eau par capillarité. Alors, c'est ça qui explique pourquoi c'est fait que les sables sèchent plus vite que les argiles. Exemple, parce que les argiles, c'est des particules très fines. Alors, ça se tient humide plus longtemps, l'argile, hein? C'est parce qu'il y a une meilleure remontée d'eau. On ne s'imagine pas ça, mais c'est ça quand même. Bon, OK, là, justement, c'est pour ça qu'on met des matériaux grossiers comme fondation autour des routes. Non pas pour que ça se draine bien, bien, ça donne que ça se draine bien parce que c'est grossier, là, c'est aéré. Mais un chemin d'asphalte, on s'entend que c'est étanche, là. C'est pas vraiment pour que ça se draine bien. Mais c'est beaucoup plus pour pas que l'eau du sous-sol remonte jusqu'en dessous de l'asphalte puis qu'en hiver, ça gèle. Puis c'est l'eau qui déforme.
OK? Alors, c'est pour ça qu'on fait des fondations comme ça. Pour les pavés unis, quand j'étais paysagiste, aussi la même chose, si on veut que les ouvrages durent longtemps. OK? Donc, c'est une question de contrôler la capillarité. Donc, les ingénieurs sont supposés connaître ça. Des fois, on se le demande par rapport au chemin qu'on a, là. Mais les ingénieurs sont supposés connaître ça, cette loi-là. Il faut qu'ils se battent contre la montée d'eau. Alors qu'en horticulture, en jardinage, on en a besoin. C'est notre source principale qui est gratuite. OK? Alors, il faut se servir de tout ça. Alors, quand est-ce que la sécheresse survient? Ben, c'est au moment où est-ce que tu as plus d'évaporation puis de consommation d'eau que de capacité de remplacement par la capillarité. Tant et aussi longtemps que la capillarité est capable de fournir à ce qui se consomme en l'air, le sol va rester humide. À partir du moment où tu as beaucoup d'évaporation rendue dans le milieu de l'été, tes plantes sont développées, là, ils puisent beaucoup d'eau. Là, à un moment donné, cette quantité d'eau-là qui est consommée devient supérieure à ce que le sol est capable de remonter. Alors là, le sol sèche de plus en plus. Okay? Et plus le sol sèche, moins la capillarité peut se faire. Donc, la plante devient de plus en plus en problématique d'arrosage. Puis là, ben, on sort le boyau d'arrosage, puis on arrose. Hein? Donc, la plante, elle a ses racines, là. Puis là, c'est l'eau. Ici. Ça ne marche plus. Puis c'est celle-là qui l'abreuve d'habitude, à plus de 80 %. Puis on arrose là. Puis ça, c'est en surface. Puis il fait chaud. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ça s'évapore. Il faut recommencer le lendemain. Ça s'évapore. On recommence le lendemain. Là, la ville, elle vous met des restrictions. Wow, slack, là, l'eau, on en a besoin pour boire. Fait que là, on met des restrictions de la police de l'eau qui surveille pour pas vous arrosiez. Mais là, c'est une contrainte. C'est là que tu n'as besoin de l'eau. T'sais? Puis on te l'interdit à ce moment-là. Fait que c'est pas agréable. Et moi, je me suis dit, au lieu d'arroser là, pourquoi ça fait que je n'arroserais pas à la bonne place? Ils sont même pas là, les racines, de toute façon. Alors, si les municipalités comprenaient ça, il y en aurait des économies d'eau sans que ça ne leur coûte rien. Ça serait facile de réduire énormément la consommation d'eau potable grâce à ce que je vais vous montrer tantôt. OK? Mais c'est dans cette optique-là. Alors, plus un sol s'assèche, moins la capillarité est affectée. Plus la capillarité est affectée. Une plante va souffrir quand elle n'a plus accès à cette source-là. OK? Donc, les arrosages de surface, on s'entend que ça ne comble pas ce manque-là. Si on pense qu'en arrosant, on est capable de repartir la capillarité, eh boy, vous avez besoin de passer du temps pas mal à arroser parce que pour imbiber 6 pouces de terre, là, il va falloir que tu tiennes ton boyau d'arrosage pas mal longtemps. Puis il n'y a pas de municipalité ou une ville qui va accepter que tu arroses aussi longtemps. Et de toute façon, tu te tires une balle dans le pied en arrosant comme ça parce que tu refroidis ta terre, tu es à l'eau frette, là. On s'entend que ça fait longtemps que ton baril d'eau de pluie, d'eau dégourdie ou d'eau chaude, d'eau tiède, est vide. OK? Parce que ça prend tellement d'eau. Le baril ne t'offre pas. Là. Alors, là, tu arroses à l'eau froide, puis on sait que ça prend de la chaleur dans la terre pour que des plantes de tomates, les concombres, ça pousse bien. Ça demande de la chaleur. Alors, tu travailles à l'inverse. Pour donner de l'eau, tu refroidis ta terre. Fait que tu es toujours en problématique. Et les problématiques, il y a une loi fondamentale dans l'environnement que vous connaissez, que j'appelle la place est au plus fort. Et vous savez que c'est toujours les êtres les plus faibles qui sont attaqués par les prédateurs dans la nature. Hein? Alors, une plante qui va être stressée parce qu'elle manque d'eau, elle en a trop, il fait fret, c'est sûr qu'elle va être en état de stress. Puis là, son système immunitaire baisse, là, hop, les moisissures se collent dessus. Eh, maudit des moisissures! Là, tu cours au centre jardin, tu achètes des produits pour traiter les moisissures. Mais le problème, c'est pas ça. C'est juste les conséquences d'un stress à la plante qui est dû à l'arrosage. Mais qui s'en doute? Si on n'explique pas ce phénomène-là. Alors, c'est ça. Donc, moi, je préfère travailler sur la cause et non pas sur l'effet. Et c'est ce que j'ai fait en développant l'approche respect nature que j'appelle. OK? Alors, pour ce qui est de l'eau, il y a 2 actions essentielles puis bien faciles à faire pour être en mesure d'économiser l'eau. C'est, première des choses, réamorcer la capillarité. Et deuxièmement aussi, diminuer l'évaporation. C'est-à-dire, c'est bien beau de partir de la capillarité, mais si à nouveau, il y a beaucoup de consommation d'eau par évaporation, ben ça ne t'offrira pas longtemps. Tu vas être pris pour repartir encore la capillarité. Donc, il y a 2 actions importantes à faire là-dessus. Alors, réamorcer la capillarité, c'est d'apporter l'eau à la bonne place pour réhumecter la mèche qui assure la remontée d'eau du sous-sol par capillarité. OK? Cette eau-là, comme je vous disais, elle est gratuite. Et puis, moi, voyant qu'arrosant en surface, après 40 ans de métier, mettons que là, j'en ai vu des affaires, là, j'ai eu le temps de jongler à mon affaire puis de m'apercevoir ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Et puis en comprenant ces lois-là, je me suis dit, ça ne me donne rien de mettre l'eau là, absolument rien. Il faudrait que ça aille aux racines. Quel système sur le marché qui amène de l'eau direct aux racines? Il n'y en a pas bien, hein? Il faut chercher. Il a bien beau valoir 5000 $ avec des timers, puis tout le kit, puis des boyaux, puis des jets, puis en moins d'eau. Ça arrose, pour la majorité, ça arrose en surface. Même les boyaux suinteurs ou les boyaux perforés, les gouttes à gouttes, on passe quand même par le dessus pour aller rejoindre le dessous.
Puis là, ben moi, les boyaux, quand j'étais paysagiste, j'en ai-tu coupé des boyaux dans les aménagements que j'entretenais, là, puis c'est pas moi qui avais posé le système d'irrigation. Tu ne sais pas ce qu'est le maudit boyau? Tu sais, le tuyau, si j'en ai coupé de ces tuyaux-là, il fallait que je me traîne une quincaillerie pour réparer continuellement. Sauf que, à un moment donné, quand tu as coupé le tuyau, ça se peut-tu qu'il y ait rentré de la terre dedans? Puis là, quand tu le fais partir, la terre s'en va boucher les jets à l'autre bout. Un paquet de troubles. Moi, je voulais pas vivre ces paquets de troubles-là. Fait que je me suis créé un système que j'appelle Logisol Eau. OK? C'est le seul système sur le marché actuellement qui fonctionne comme vous allez voir. OK? Alors, il est très simple d'ailleurs. Je l'ai fait extrêmement simple. Un pot comme ça, qui ressemble à un pot de yogourt. OK? Là, ici, c'est incliné, mais ça devrait tenir. Puis, j'ai créé un couvercle pour boucher le trou comme du monde, puis que ça soit facile d'arrosage. OK? Alors, on installe ça à côté des plantes, tout simplement. On verse de l'eau dedans. Là, ça sort par les trous qu'il y a dans le bas du pot, direct aux racines. OK? Direct aux racines. Et le fait de mouiller cette zone-là, c'est celle-là qui a eu la brisure là, au niveau de la capillarité. C'est à ce niveau-là que ça se fait plus, que la plante ne reçoit plus son eau du dessous. Alors, à ce moment-là, ça repart la montée d'eau pour les 3 à 4 jours, 5 jours à venir. Comment dire, je ne suis pas obligé d'arroser tous les jours, mais en temps de sécheresse avec un système comme ça. Pourquoi? Parce que je me fais aider par la capillarité. Je la remets en marche. Elle ne me coûte rien. C'est bien compris, ça? Oui, hein, c'est pas dur à comprendre. Pourtant, ça, c'est ce phénomène-là. Puis pourtant, c'est peu expliqué. Alors, 100% de l'eau est sous la terre. 0% en surface. OK? Moi, mes surfaces de jardin sont toujours secs, à part la pluie qui tombe, là. Mais comme par exemple, mes tomates, je les mets toujours sous couvert de plastique, là. C'est pas une serre, c'est juste un toit pour pas qu'ils mouillent dessus parce que les plantes de tomates sont sensibles à l'humidité sur le feuillage et ils ont tendance à faire plus de maladies dans mon coin, là. Alors, en étant tout le temps sec, le feuillage, j'ai beaucoup moins de problèmes, j'ai pas à gérer des maladies. Et puis, donc, ils reçoivent ni pluie, ni arrosage de surface. Que ça. OK? Un dispositif comme ça par plant. Puis c'est ce qui fait mon arrosage tout le long de la saison, puis je te récolte des tomates, les plants viennent de même. Et puis ça fonctionne parce que je travaille avec la logique environnementale, puis mes plants ne sont pas stressés, parce qu'ils ont toujours une régularité d'approvisionnement en eau par le dessous. Puis en plus, on peut arroser avec de l'eau tiède là-dedans, parce que là, je travaille avec un baril d'eau de pluie, qui est toujours tiède, je ne refroidis jamais ma terre. Alors, OK, alors, résultat, moins de risques de mauvaises herbes, de moisissures, de limaces, toutes des affaires qu'on ne veut pas avoir. Mauvaise herbe, là, quand c'est sûr que même si tu mettrais un paillis, il y a toujours des graines dans le paillis qui tombent de toute façon. Puis là, ben, quand tu arroses, si tu arroses le paillis, puis aussitôt qu'il est un peu sec, tu le réarroses, les graines vont toujours être humides. Fait que là, ils se mettent à germer, c'est bien sûr. Tu te retrouves avec la mauvaise herbe plus souvent, à cause des arrosages de surface. 100% d'économie d'eau potable, parce que tu n'as plus besoin de toucher à ça. Il s'agit que tu aies juste un baril d'eau de pluie, et puis il va durer très longtemps, parce qu'avec un seul baril d'eau de pluie, on peut remplir 200 dispositifs comme ça. Okay, avec un seul contenu de baril d'eau de pluie, 200 dispositifs comme ça. Fait que tu vas arroser longtemps ton jardin avec ça, là. Et durant ce temps-là, tu sais, des fois, on a des petites pluies, comme je disais tantôt, 5 mm, 10 mm, là, qui fait que quand ça tombe sur la terre, là, dans ton jardin à grandeur, ça sert absolument à rien. 2 heures après, c'est évaporé quand le soleil se remonte. Hein? Mais sauf que là, ce 5 mm-là, s'il a tombé sur une toiture puis tu le ramasses dans ton baril, tu viens de remplir ton baril. Puis tu es encore bon pour faire 200 arrosages avec ça. Alors là, on valorise en même temps les petites pluies qu'on a le plus souvent, d'ailleurs en été, c'est des petites pluies comme ça qu'on a souvent. On n'a pas de grosses pluies pour inonder, là, ou ben ici, ouais, on avait eu des tabarouettes, là. Mais c'est que là, c'est trop en même temps, tu sais, ça dure une fois, puis là, c'est trop en même temps. Mais rarement en été, on a des pluies qui pénètrent vraiment en profondeur. Quand ça tombe trop vite, ça pénètre pas, ça ruisselle. Alors, on n'est pas plus avancé. Arrosage moins fréquent parce que comme vous repartez à capillarité, c'est elle qui reprend son rôle d'abreuver ta plante pour les jours qui suivent, même si la sécheresse en surface continue. Moins de temps pour le faire. Ça s'arrose vite, là, cette affaire-là. Là. Le couvercle a été conçu avec un rebord qui fait que tu n'as pas besoin de te pencher pour remplir tes godets. Là. Tu restes debout, tu envoies ça direct dedans, ça coule tout dedans parce qu'il est profond. Alors, ça ne frise pas l'eau partout. Bien facile. La croissance est accélérée parce que tes végétaux ne vivent pas de stress. En plus, ce système-là permet de faire toutes les fertilisations, autant liquides que granulaires. Il n'y a pas un système d'irrigation sur le marché qui accepte des granules, des engrais granulaires dedans. Ça va boucher les trous. OK? Alors, ça, on peut mettre une petite poignée de granules dans le fond comme Actisol. Je pense qu'il y en a qui connaissent ça, l'engrais Actisol. Bon, ouais. Alors, tu mets une cuillère à soupe d'Actisol dans le fond, là, au travers le grillage, puis à chaque fois que tu vas arroser, il y a un petit peu d'engrais qui se dissout direct au système racinaire, puis comme le pot se vide de son eau complètement, le but, c'est pas que ça coule pendant 4 jours, là, c'est 30 secondes, il est vide, mais l'eau est rendue à bonne place, OK? C'est comme ça fonctionne, ça.
Alors là, l'engrais va sécher, il va attendre ton prochain arrosage pour continuer à se dissoudre, et ainsi de suite. Donc, la grosse paix. C'est vraiment spécial. Coût d'acquisition, c'est très accessible, puis tu as ça pour 20-30 ans. Produit ultra éco-responsable fait au Québec. Et pourquoi j'ai pris un modèle de pot de yogourt? Parce que je souhaite que les gens valorisent le pot de yogourt. Okay? Alors, il y a possibilité, justement, de valoriser les pots de yogourt au lieu de faire un contenant flambant neuf, visser après le couvercle pour être sûr de vendre les 2 morceaux aux clients. Non, moi, je suis environnementaliste, je suis pas capitaliste, okay, avant tout. Donc, oui, il faut que je gagne ma vie, mais regarde, je ne gagnais pas ma vie en prenant le monde pour des nounous, là, dans le sens qu'à quelque part, qui ne comprennent pas qu'ils pourraient prendre un pot qu'ils ont déjà chez eux. Alors, j'encourage ça à un tel point que pour ceux qui n'ont pas de pot de yogourt, j'ai intéressé des écoles primaires dans mon coin. Là, j'en ai trop, là, parce qu'à un moment donné, quand ils se mettent à ramasser ça, là, les enfants me ramassent des pots de yogourt, ils empilent ça, ils font des concours entre les classes dans les écoles pour savoir lesquelles classes va ramasser le plus de pots. Et moi, je lui donne 20 sous du pot. OK? Et ça donne du financement scolaire. Moi, je récupère les pots, je les perce comme ceux-là. Puis, je les offre à ma clientèle qui ont passé de pots de yogourt, mais qui veulent être éco-responsables, à moins cher que les pots blancs, en plus. Alors, tout le monde est heureux avec ça. Fait que c'est vraiment des gestes écologiques qui font qu'on abaisse nos coûts, on valorise des matériaux qui nous coûtent rien. Tu l'as payé une fois ton yogourt, mais tu as mangé ce qui était payant dedans, là, ce qui coûtait de quoi? Mais le pot lui-même, comme tel, c'est du gaspillage, tu sais, de plastique. Alors, on valorise tout ça. Ça va? C'est beau. On continue. Installation permanente pour les arbres, les arbustes, les vivaces. Utilisable pour plus de 20 saisons dans le jardin potager. Vous voyez, ici, ça a été installé avec paillis. On va parler des paillis tantôt. Tomates avec un petit plant de basilic là. Aubergines avec des dispositifs comme ça. Fait que ça fait quelque chose de propre. Le rebord retient le paillis pas que ça tombe dans le trou. Puis à ce moment-là, on remplit, puis c'est réglé. Il est plein, tu passes à l'autre, t'en vas t'asseoir sur ton gazebo avec une sangria, puis t'attends, tu regardes tes fleurs pousser, puis tes plants pousser. C'est tout ce qui te reste à faire. Vous allez me dire, ça va être ennuyant, la longue, peut avoir d'ouvrage dans le jardin. Ouais. Non, hein, je pense que, ouais, je vois des réactions, là, puis on s'en passe, hein, d'entretien, là. Vous savez, dans un jardin, là, il y a 3 étapes. Tu as la plantation, tu as l'entretien, puis tu as la récolte. Puis là, à un moment donné, il y en a plusieurs qui ne veulent pas faire de jardin en pleine terre parce que là, c'est rendu qu'ils ont mal au dos, mal aux genoux. C'est normal quand on vieillit, là, moi tout. Là, je reste plié trop longtemps. Mais je me suis arrangé pour enlever le bout dans le milieu, là. OK? C'est le bout-là qui est le pire. Planter, ça, c'est le fun. Au printemps, là, tu es encouragé. Récolter, ben là, ça aussi, c'est le fun, quand tu es rendu à la récolte. Ce qui est emmerdant, c'est l'entretien entre les deux, là. Désherbage, sarclage, binage, tout ce qui finit en rage, là, qui enrage, qui est de l'ouvrage, là, tu sais. C'est ça qui est emmerdant. Alors, moi, je me suis arrangé pour tout enlever ça. Moi, je plante, j'installe mes dispositifs, je mets un paillis adéquat. Salut, m'en va, faire des conférences, m'en va me promener. Puis je reviens récolter. C'est à peu près ça que je fais. OK? C'est grosso modo, là, c'est pas plus que ça. Mais comme des fois, je m'ennuie de mon jardin, ben je vais de temps en temps. Puis si j'ai le goût de désherber, j'ai juste à pas mettre de paille là. Fait que là, ça passe le temps, là, mais je le fais sous contrôle, par exemple. Fait que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Alors, on va essayer plein de cocombes avec un dispositif. Donc, en travaillant avec ça, vous venez d'économiser énormément d'eau potable en travaillant avec un baril d'eau de pluie. Et puis, vous diminuez à ce moment-là vos besoins en eau énormément parce que vous comptez sur la source souterraine. Vous régularisez l'approvisionnement en eau de votre plante et d'éléments nutritifs qui remontent en même temps avec. Et puis, c'est ça. Fait que logiciel eau, un arroseur manuel simplement, un baril d'eau de pluie, puis vous avez un combo parfait pour réussir vos cultures. Et la ville va être bien heureuse parce que vous ne prendrez pas d'eau. Puis si vous voulez arroser la journée que vous n'avez pas le droit, vous vous en foutez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dépendant de l'eau potable. T'sais, au lieu de ben là, c'est aujourd'hui que j'en aurais besoin parce que demain je pars, puis c'est juste demain ma journée qu'il faut que j'arrose. Tu sais, ça m'en maudit, ça n'est plus ni moins. C'est plate d'être obligé d'être restreint comme ça. Fait qu'avec ça, vous ne transgressez pas les règlements, puis vous êtes éco-responsable bien plus que ce que actuellement les règlements municipaux peuvent vous permettre ou peuvent tenter d'aller vers, là. OK? Vous êtes autonome. Alors, où là, juste l'eau est à prioriser? Bien, partout, je te dirais, sauf pour la pelouse. On s'entend qu'on ne commencera pas à mettre des dispositifs pour la pelouse, là. Il en faudrait un à tous les 2 pieds, là. Tu vas rouler là-dessus en tracteur ou à la tondeuse, ça ne marche pas. OK? Mais pour tout le reste, par exemple, c'est des endroits qui peuvent être utilisables. Je vous dirais, les gros bacs de culture, là, la différence, c'est que si vous avez un gros bac avec un fond, là, le solo ne sera pas là pour repartir la capillarité. Évidemment, il n'y en a pas.
OK? Mais il va être là pour aller mouiller le centre de votre motte pour que l'arrosage se fasse du centre vers l'extérieur au lieu d'arroser sur le dessus. Ça coule sur le bord jusqu'au fond, puis ça sort par les trous de drainage. Puis tu n'es même pas sûr que le milieu de la motte a eu le temps de boire de l'eau. OK? Alors ça vous permet d'avoir un meilleur arrosage, régulariser votre fertilisation aussi en même temps, et puis vous assurer d'avoir toute votre motte qui est bien humide, parce que déjà, il y a un manque de terre, OK, dans tous les contenants, peu importe la grosseur du bac. Il n'y a jamais suffisamment de terreau pour équivaloir à ce qu'une plante peut aller chercher comme répartition, si on veut, de ses racines lorsque c'est en pleine terre. Moi, j'ai déjà arraché un plant de tomate avec 7 pieds de racines d'un bord, 7 pieds de racines de l'autre bord. Okay? Ça va loin. Ça dépend justement du type de sol. Moi, je suis dans le sable chez nous, donc la capillarité est moins bonne. À ce moment-là, le plant se doit de développer un système racinaire plus large pour aller couvrir une superficie qui va lui donner son eau. C'est de même que ça marche, OK? Donc, un système racinaire d'une plante se développe en fonction des besoins, puis en fonction de la capacité du sol à y donner ce besoin-là. Il est prouvé qu'un même plant planté dans un sol sablonneux avec une faible capillarité, puis planté dans un terrain une taille plus forte avec une meilleure capillarité, il va y avoir une différence au niveau du développement racinaire. Ça va se développer plus au niveau du terrain qui a une faible capillarité, parce que le but, c'est d'aller chercher ce qu'a besoin en eau de la plante. OK, ça, c'est prouvé, ça. Alors, bon, ça va pour l'étape de l'arrosage, travailler avec la capillarité. Bien important d'aller vers ça. C'est gratuit, c'est l'aide, c'est un cadeau de Noël, ça. Mais que vous utilisez en été. Ça va? Alors, diminuer l'évaporation, donc, utiliser des paillis adéquats partout où le sol est à découvert. J'ai souligné adéquat. OK? Ça, c'est important, là. Parce qu'un paillis, là, il y a des particularités pour être un paillis adéquat. OK? Première des choses, il faut que ce soit des végétaux. Des histoires de mettre des toiles de plastique ou des affaires comme ça, comme paillis, là, pour protéger le sol, là, en production maraîchère, ils s'en consomment énormément de plastique là, pour ça. Là. Bien, ça ne joue pas tous les rôles. Okay? Un plastique, oui, ça va garder l'humidité, oui, ça peut contrôler les mauvaises herbes, évidemment, mais est-ce qu'un plastique va nourrir le sol? Il ne nourrira pas les vers de terre. Là, je veux dire, ça ne nourrit rien. Là. Alors, il faut que ce soit des végétaux parce qu'il faut qu'il y ait un retour au sol. Si on veut. Dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille avec Mère Nature, l'idée, c'est pas de faire pousser les plantes. L'idée, c'est pas de nourrir les plantes. L'idée, c'est de nourrir le sol, l'écosystème du sol, pour que lui nourrisse les plantes comme il l'a toujours fait. OK? Alors, c'est ça qu'il faut faire. Donc, si vous nourrissez votre sol avec des matières organiques adéquates, la vie dans la terre, en reconnaissance d'avoir de la nourriture, vont fertiliser le sol pour faire pousser les plantes que vous voulez. Okay. Alors, au même titre que si on est dans une forêt de feuillus, les feuilles qui tombent là attirent une vie ou un écosystème dans le sol qui va être différent d'une forêt de conifères, exemple, ou tout ça. Puis cette vie-là, en reconnaissance d'avoir des feuilles, va conditionner l'humus qu'il y a là pour permettre à l'arbre qui les a produites de produire encore une génération de feuilles pour qu'à nouveau l'écosystème puisse se nourrir à perpète. Okay, donc, c'est pour ça que la vie est éternelle, parce que chaque être vivant prend soin de son milieu. Okay? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On est dans une forêt conifère, c'est des aiguilles qui font ce job-là, il se développe des mycorhizes, il se développe des insectes ou tout ça qui correspond ou qui aiment manger des aiguilles. En reconnaissance, ils conditionnent le sol, il va être plus acide que dans un milieu où il y a des feuilles, mais c'est parfait pour les conifères. Hein? Puis on a des plantes, des arbres, des conifères qui viennent gros comme ça, qui sont sur des rochers, qui sont directs sur le roc. Bon, il n'y a même pas de terre en dessous des racines. Fait qu'on vient de pas me dire que c'est la terre qui fait pousser des plantes, là. Hein? Alors, c'est parce qu'il se bâtit le pâté chinois naturel que j'appelle. Bon, une autre affaire, ça, qu'il faut que j'explique, là. Steak, bédin, patate, non, dans la nature, là, les plantes, c'est sol ou roc, humus, paille ou couvre-sol. Okay. Toujours. Alors, milieu de soutien, milieu nutritif, milieu de protection. Et ça, on néglige beaucoup le milieu de protection, au niveau des pailles ou des couvre-sols, comme on voit là. Ça va? Oui? Végétaux adéquats, qu'est-ce que c'est? Ça sent bien. Il y a d'autres, bien, on est là-dedans, là. Alors, ressembler le plus possible aux végétaux sur lesquels on l'applique, bien, j'en ai parlé, OK? Donc, si vous cultivez des plantes herbacées, vous avez avantage à travailler avec des paillis de plantes herbacées. Parce que là, vous allez vraiment avoir un retour, OK? Vous allez créer la bonne vie dans la terre, vous ne serez pas obligé d'acheter des mycorhizes comme on vous vend, puis tout le kit, là, pour balancer votre sol. Si on vous vend ça, c'est parce que on vous propose, exemple, un paillis de cèdre dans des plates-bandes de plantes herbacées comme des vivaces. Puis là, ben, un paillis de cèdre, qu'est-ce qui va se développer dans le sol? Tu sais, c'est qui va manger ça? C'est un écosystème qui aime manger du cèdre. Puis en reconnaissance, comme j'ai expliqué tantôt, ils vont conditionner le sol à faire pousser quoi? Vos plantes vivaces ou bien non, du cèdre?
du cèdre. Fait que là, il te manque de quoi? Là, les plantes végètent un peu. Fait que là, il faut que tu achètes de l'engrais, des mycorhizes pour plantes vivaces. Là, puis, parce que dans le sol, il se développe des mycorhizes pour cèdre, pour les cèdres. Tu sais. Alors, fait qu'on est là qu'on n'arrête pas d'acheter des produits, puis c'est souvent à cause du paillis, parce qu'on n'a pas pris le paillis adéquat qui correspond à la culture que tu fais. C'est aussi simple que ça. Preuve à l'appui. Tout ce que je vous dis là, ça a tout été vérifié. J'ai tout fait l'expérimentation au fil des années, à mes frais. Et puis, quand ça fonctionnait, ben, je mettais ça dans un livre, puis c'est ce que je partage en conférence. Mes livres n'ont aucune bibliographie à la fin d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est tout du contenu original. J'ai pas eu à copier ça dans un autre livre qui avait déjà été dit. Juste pour le fun d'avoir un livre et être auteur. Non. C'est parce que j'avais de quoi de différent à dire. Alors, je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez découvrir des choses pas mal intéressantes. Se décomposer rapidement parce qu'on veut que ça devienne la nourriture si on veut être en autosuffisance. Être fait de matériaux peu ou pas décomposés, pas trop grossiers, mais qui restent quand même aérés. Si vous voulez avoir un contrôle sur les graines de mauvaises herbes qu'il y aurait dans le paillis. Parce qu'exemple, si vous mettez comme un paillis de pelouse, là, d'herbe de pelouse là, que vous tondez, c'est super bon, ça, en passant. Hein, on va le voir tantôt. Là. Il y a des graines, il peut y avoir des graines de pissenlit là-dedans, puis tout ça. Là, hein? Si vous voulez pas qu'il germe, il faut que le paillis soit aéré de façon à ce qu'il sèche entre les pluies. Alors, s'il sèche entre les pluies, la graine qui gonflait pendant qu'elle était humide durant la pluie, elle va sécher elle aussi, est à travers le paillis qui sèche. Alors, vous allez stopper sa germination. Et c'est pour ça que on peut empêcher des graines de germer lorsqu'on travaille avec un paillis adéquat, d'une épaisseur entre 1,5 à 1 pouce d'épais. Ça, c'est important, là. En bas d'1,5 pouce, Mère Nature ne considère pas ça comme une protection suffisante. Ça c'est en lien avec la loi des... on va finir par tout vous les dire. Les lois, il y en a 8, entre autres. La loi des vêtements de la terre, que j'appelle. C'est la loi qui oblige les sols à être protégés par des végétaux, morts ou vivants. OK? Alors, toujours, Mère Nature cache les sols. Fait que si vous ne cachez pas votre sol correctement avec des végétaux de votre choix, morts ou vivants, Mère Nature va le faire avec des végétaux de son choix. Qu'on appelle des mauvaises herbes, mais dans le fond, c'est un producteur de carottes qui a un champ de carottes. S'il pousse un plant de tomates dans le champ, qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise herbe pour lui, là. Ce qu'il veut, c'est des carottes. Alors, c'est pas mauvais en soi, comme on parlait tantôt dans le corridor, là. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas celle qu'on veut. Tout simplement. C'est ça. Dans le fond, c'est des herbes qu'on veut pas avoir, mais il y en a pourtant des bonnes. Ça va pour ça? Ça, c'est un paillis adéquat. Bon. Les feuilles des arbres qui ont tombé dernièrement, on les gaspille beaucoup en envoyant à l'écocentre, exemple. Vous allez me dire, ben là, on les recycle. Oh, ouais, mais ils sont pas recyclés à la bonne place, puis ils pourraient être bien plus utiles que de prendre, embarquer dans un truck de 10 tonnes qui fait des gaz à effet de serre pour aller être géré à l'autre bout du monde. Vous ne reverrez jamais la couleur de ce paillis-là, là. OK, de cette matière-là. Et d'autant plus que les matières sont mêlées avec toutes sortes d'autres affaires parce qu'on s'entend que dans les bacs de récupération de matière organique, il y a des gens qui sont un peu délinquants, un peu pas mal dans certains cas, puis ils mettent pas rien que des matières organiques. Quand le poubelle est pleine, j'ai un autre bac, pas grave, paye des taxes pour ça, envoie ça dedans. Fait qu'on retrouve des plastiques, on retrouve de la charpie de sécheuse, on retrouve des affaires qui sont toxiques, des résidus de plastique, etc. Alors, moi, jamais vont utiliser le compost qui sort des écocentres ou des lieux où ils font du compostage industriel. Il n'y a pas un producteur bio qui est intéressé à ce compost-là d'ailleurs, alors il reste prêt avec, puis il n'est pas géré correctement. D'accord? Alors, on a avantage à le gérer chez soi. Oui? Je m'avance parce que j'ai des difficultés avec une oreille. Je pense au compost. Est-ce qu'on peut mettre du compost? Bon, moi, je ne peux pas faire mon compost. Mais ça, je le donne à la ville, c'est comme ça. Ouais. J'avais le bon là. Mais quand le compost, est-ce qu'on peut servir du compost pour faire le paillis sur le dessus? Non. Ben là, c'est parce que vous allez le gaspiller, votre compost, dans un sens. Oui, mais là, vous avez, dans votre pâté chinois, vous avez 2 couches. Vous avez la couche de terre plus la couche nutritive de compost que vous venez de rajouter. Mais vous n'avez pas votre couche de protection de matière organique non décomposée qui va par-dessus. Fait que votre compost, il est à l'air libre, il sèche, le vent le charrie, la pluie forte va l'envoyer dans le driveway, etc. Donc, c'est pour ça qu'à tous les ans, vous êtes obligé de rajouter de la matière parce qu'en quelque part, votre sol se détériore. Alors que dans la nature, le fait qu'il y a les 3 couches, puis ça se bâtit toujours par le dessus dans la nature. Elle toujours une nouvelle couche de paillis. Jamais plus. La nature ne rajoute pas de compost. Elle s'occupe de rajouter une couche de paillis. Puis les insectes du sol s'occupent de le transformer en compost à l'abri. OK? Ils sont en dessous. Alors, il n'y a pas de perte. Si vous remarquez, là, la nature, là, dans un terrain, exemple, vous partez sur un rocher tout nu, là, après plusieurs années, là, plusieurs centaines d'années, là, vous allez vous retrouver avec une forêt sur ce rocher-là qui était à nu, avec l'accumulation de matière dessus.
Ça vient de où, cette matière-là? Ça s'est accumulé parce que, justement, il y a toujours eu les 3 couches. Mais nous, nos pratiques horticoles, on ne fait pas ça. Alors, nos sols se détériorent à tous les ans. On recommence, il faut racheter du compost, racheter de la terre parce qu'il me semble que les racines sont à nu. Je comprends, le vent l'a tout charrié durant l'été. Alors, c'est ça. Fait que c'est important d'avoir une couche de protection. Quand je faisais des chroniques à Salut Bonjour des années 2010, on m'a baptisé M. Pailly. J'ai gardé le nom d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant. Parce que oui, on ne focus pas assez sur le paillis. Le paillis dans la nature fait foi de tout. Le retour des matières organiques au sol fait foi de tout. C'est ça qui fait que la vie peut se continuer. D'accord? Oui? Le feuille, il faut hacher. Oui, hacher, oui. Paillis de feuilles hachées, c'est mieux, ça se dispose mieux, ça va se décomposer plus vite aussi. Ça va rester plus aéré que si tu as des grandes feuilles qui se collent une par-dessus l'autre. Là, tu n'as plus d'aération. Ça devient cette couleur-là. Oui, bien, ça va venir cette couleur-là si vous le faites à l'automne puis vous l'utilisez au printemps. Tiens, je vais vous inviter à venir prendre ça, puis vous le passerez à tous et chacun. C'est un exemple de paillis. Qu'est-ce que ça donne un paillis de feuilles? OK? Mangez-les pas toutes parce que les autres ne pourront pas le voir. Alors, c'est ça, moi, je me suis rendu compte que les feuilles, si je les hache, puis je les mets en tas humide, OK? J'humecte le tas de feuilles avant de le couvrir pour l'hiver. Mes feuilles, ils ont 6 mois pour se transformer. C'est-à-dire que là, ça chauffe dans le tas, il se développe des moisissures de décomposition. Là, il y a un processus de décomposition qui s'amorce, puis là, les feuilles deviennent lourdes puis humides, fait qu'ils partiront pas au vent quand je vais les utiliser. Et je les utilise rendus au printemps. Ils sont rendus cette couleur-là. Et en les utilisant au printemps, ça me permet d'en mettre dans mon jardin, parce que c'est dans le jardin qu'on le prépare, on prépare le jardin au printemps, mais aussi dans mes aménagements paysagers. Et ça m'évite de faire le ménage dans mes aménagements paysagers, comme on fait assez souvent pour enlever les vieux feuillages, là, puis les tiges séchées, puis tout le kit, là, on ramasse ça, puis on s'en va mettre ça dans le compost, mais ou ben non, on met ça à l'éco-centre ou dans le bac, parce qu'on n'a pas de place des fois. C'est de l'ouvrage, ça. Mais moi, je suis paresseux. Je veux pas faire cet ouvrage-là. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse le vieux feuillage là, je finis de l'étendre s'il y a lieu, puis c'est là que je passe ma couche de feuilles par-dessus. Alors, je me ramasse au printemps, au mois d'avril, là. Je peux marcher partout dans ma plate-bande. Au mois d'avril, il n'y a pas une plante de poussée. T'sais. Alors, je jombe ça à pleine chaudière, j'égalise ça, je vais chercher l'épaisseur que j'ai besoin, comme je vous disais tantôt, 1/2 à 1 pouce d'épais. Et puis, ma plate-bande est d'un beau brun foncé, puis toutes mes plantes sortent au travers de ça, toutes bien renchaussées, puis j'ai plus d'entretien à faire de l'été dans ma plate-bande. Et j'ai pas eu à ramasser mes vieux feuillages, j'ai valorisé mes feuilles. Je suis en business, là. T'sais. Ça m'a rien coûté. J'avais les ressources. N'importe quelle feuille d'arbre. La plupart des feuilles d'arbre, oui. Le chêne en moins grande quantité, le chêne, puis voyons, comment ça s'appelle ça? Les noyers. Ils ont un petit peu de toxines dedans, mais lorsqu'on l'utilise en petite épaisseur comme ça, mais là, à travers vos autres feuilles, ça convient. Ça ne nuit pas aux autres cultures. Okay, donc, toutes les feuilles sont intéressantes. Si sont hachées, en plus, ce sera pas long. S'ils sont hachés, ils vont se décomposer plus vite parce que les feuilles de chêne sont longues à se décomposer. Hein, c'est raide, c'est quasiment comme du carton. Là. Fait que, mais en étant déchiquetés, mais là à travers les autres, puis utilisés comme ça, c'est-à-dire en les faisant vieillir humides à partir du mois d'octobre, aller jusqu'au printemps, ils vont déjà commencer à se transformer. Donc, le but, c'est d'arriver à ce qu'ils deviennent la nourriture des plantes. Donc, tu viens de gagner 6 mois de décomposition là, quand tu fais ça comme ça. Puis le tas ne gèlera pas durant l'hiver parce que ça chauffe là-dedans, donc ça reste humide. Il y avait une question complètement en arrière, puis après ça, monsieur en avant. L'autre en arrière. De saule? Ben, tu parles-tu de BRF, là, de bois ramial fragmenté? Ah, OK. Bon. Quand c'est du vrai BRF, là, bois ramial fragmenté, ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ouais, des rameaux, mais souvent... Avec du robinia dedans qui pousse partout. Partout. Oui, mais ce qui arrive assez souvent aussi, c'est que on appelle ça du BRF, ce que l'exemple Hydro-Québec va passer quand il y a bien des branches, là, puis il coupe les branches. Mais des fois, il y a de la grosse branche là-dedans qui date de 15 ans, là, d'âge. Ça, c'est plus du BRF, là, c'est du copeau de bois. OK? Alors, souvent, le BRF, ce n'est pas que des petits rameaux qui pourraient être plus nutritifs. Mais il reste que le BRF, c'est quand même une matière qui est à 200 pour 1 au niveau du rapport carbone-azote, alors que pour une bonne décomposition, ça prend entre 30 à 50 environ, OK, pour faire du bon compostage. Alors, le BRF va être utile, mais il nourrira pas ta plante tout de suite. Au contraire, c'est comme il est très riche en carbone, il va falloir que les bactéries, les champignons puissent trouver leur azote en quelque part pour équilibrer ça à 30 à 50. Fait que l'azote, ils vont aller le chercher dans le sol, fait que ça appauvrit ton sol en azote, tes cultures, à ce moment-là, vont être vertes plus pâles.
Donc, si tu veux avoir une auto-fertilisation, c'est pas avec le BRF que tu vas l'avoir. Du moins, du BRF fraîchement mis là. Ouais. Ouais. Oui, parce que le saule, ce que tu récoltes, c'est des branches d'un an seulement. Fait qu'il n'y a pas trop de cellulose dedans, de lignine, là, si on veut. Ouais. Ça, là, à ce moment-là, tu as du vrai BRF, là. Tu sais, ça fait que tu vas avoir un retour plus rapidement et surtout si tu es capable d'avoir les feuilles avec, là. Là, les feuilles ont un rapport carbone-azote d'à peu près 60 pour 1. C'est déjà pas mal mieux, tu sais. Donc, oui. Mais c'est ça, c'est de chercher d'avoir une matière organique qui ressemble quand même le plus possible aux plantes sur lesquelles tu le mets. Là, je vous parle des feuilles, à côté des plantes de tomates. Les feuilles, comme je viens de dire, sont à 60 pour 1. C'est la partie verte de l'arbre, donc la partie qui est la moins carbonée. Ça donne un bon retour au sol, ça. OK? Ça se gère bien dans le sol. D'autant plus que, comme je les ai fait vieillir pendant 6 mois durant l'hiver, ils sont rendus à un stade où est-ce que là, au lieu de puiser de l'azote, ils vont libérer des éléments nutritifs. Okay? Donc, j'évite ça. En même temps aussi, c'est que si vous en gardez des feuilles pour votre compost, parce qu'on sait qu'il faut balancer le vert et le brun aussi, là, mais si tu les as fait vieillir comme ça veut dire que quand tu vas te servir de ça au printemps dans ton composteur, tes feuilles ont déjà de l'avance au niveau de la décomposition. Là. Fait que ton compost va se décomposer bien plus vite que d'arriver avec des feuilles secs qui n'ont aucune décomposition de fait. Puis là, ça va être ça qui va être long à décomposer dans ton composteur, fait que tu brettes un peu plus longtemps. OK, donc on a un gain en faisant ça comme ça. Je vais continuer parce que il y a Natacha après ça là, qui a des belles affaires à dire. Là. OK, alors pommes de terre avec persil. Moi, tout mon jardin est toujours couvert d'un paillis de feuilles ou paillis d'herbe. OK, paillis de feuilles dans un aménagement paysager. Vous voyez, ça sort au printemps à travers. Tous les vieux feuillages ont été couverts. On voit qu'il reste quelques tiges ici de fougères parce que c'était quand même assez gros, ça, là. Mais ça, c'est pas long que ça disparaît au travers du feuillage. Mais ça vous fait quelque chose qui est propre dès le printemps et qui vous permet à ce moment-là de ne plus avoir d'entretien. Moi, ça fait 20 ans que c'est fait, ce plate-bande-là, puis je ne vais jamais jouer là-dedans, à part que de mettre une petite couche de paillis à chaque année. Mais maintenant, les couvre-sols sont partout. Fait que j'ai même plus besoin de mettre de paillis parce que là, j'ai des couvre-sols qui jouent le rôle de protéger ma terre. OK? Alors, pas de mauvaise herbe. L'herbe fraîchement coupée, la pelouse qu'on tombe, ça, c'est très utile. Ou ben non, nous autres, on a des champs, on peut tondre du foin aussi, tout ça, là. Moi, j'ai pas de pelouse chez nous, comme vous. Et puis, je vais en arrière dans le champ, je tombe de la pelouse, de l'herbe, OK? Tout ce qui est plante herbacée va pouvoir servir de très bon paillis pour le jardin, OK? Jardin potager et les aménagements fraîchement réalisés pour booster un terrain. OK, ça, là, l'herbe, là, quand vous travaillez avec ça comme paillis, vous incitez la vie à se développer dans le sol, qui vient manger ça et conditionne le sol à continuer à faire pousser des plantes herbacées. Et dans un jardin, c'est ça que vous cultivez, des plantes herbacées. Hein? Dans un aménagement paysager de plantes vivaces, c'est toutes des plantes herbacées aussi. Des fleurs annuelles, c'est toutes des plantes herbacées. Alors, quand on travaille avec un paillis semblable, vous avez du rendement. Moi, il me restait à mettre dans l'allée des feuilles, parce que dans les allées, je mets des feuilles. J'en ai en plus grande quantité, mais je ne les ramasse pas chez nous, je les ramasse chez ceux qui les jettent, là, encore. Là. Et puis, OK, j'ai une manne, là, regarde. Moi, j'ai habitué mes clients avec ça. Maintenant, ils ne jurent que par le paillis de feuilles. À 3 ans, il faut que je le ramasse à peu près l'équivalent, parce que je le ramasse en vrac, là, l'équivalent de 1500 poches de feuilles par année, OK, que je transforme en paillis pour ma clientèle. Je fais 75 verges cubes de paillis de feuilles, c'est vendu en vrac, à verges cubes. Puis avec une verge cube, tu peux couvrir 300 pieds carrés de superficie de jardin ou d'aménagement. Fait que ils n'ont plus rien à faire d'autre. Oui? Une machine à couper vos feuilles. Oui, donc je le fais pas à petite tondeuse. Mais pour quelqu'un qui a qu'un terrain, la tondeuse à gazon avec un sac fait l'affaire. Tracteur à gazon avec un sac, ça fait l'affaire. Ça, on n'est pas obligé d'avoir un équipement spécial. Moi, j'ai un kart de golf, j'ai équipé d'une machine en arrière qui aspire sur un tuyau de 10 pouces. Puis qui souffle ça sur un tuyau de 6 pouces dans une boîte que j'ai faite sur le top du kart, qui est dompeuse vers l'avant. Ça va pas coûter cher faire ça, là. Puis je souhaite juste que ça soit copié par des paysagistes qui offriraient le service de hachage de feuilles. Mais moi, une cliente qui veut ramasser son terrain de feuilles, ça va lui coûter 75$. Moi, il vider sa cour de feuilles, elle va avoir sa cour bien propre, puis je vais lui donc passer en arrière du cabanon, elle a son paillis pour l'année prochaine, elle n'a pas besoin d'acheter de compost, d'engrais, de paillis, de mycorhizes, rien pantoute, puis elle n'a pas de désherbage l'année. Un fou d'une poche. Tout le monde embarque là-dedans. Fait que là, j'ai de la misère à prendre ma retraite là-dedans parce que là, le monde, ils en veulent encore. Fait que là, je suis obligé de continuer à fournir des feuilles parce qu'il n'y a pas grandes entreprises qui fournissent des feuilles, mettons. On s'entend que là, c'est assez nouveau. Mais il ne faut pas avoir peur de faire autrement, comme je disais tantôt. Moi, j'ai du fun avec ça, là. Hein?
Sauf que je me suis attaché pour je ne sais pas jusqu'à quel âge. Là. J'essaye de passer le pack à un moment donné, mais là, ça... Mais un jour, regardez, paille d'herbe, comment ça fait propre. Il y a quelqu'un qui avait levé une main aussi tantôt, hein, je pense, 2, 3. Hey boy! On finira pas à l'heure prévue, là. Natacha, elle va attendre, elle va me chicaner. Combien il me reste de temps, au fait? Qui peut me dire ça, quelle heure il est, là? J'ai jusqu'à 20 et demi, et 20? Et boy! OK, ça passe vite. Oui. Les aiguilles, c'est recyclable. Regardez, autour des arbres, tant qu'à y être, comme je disais tantôt, si l'arbre ne retrouve pas ses aiguilles, ben il va y manquer de quoi à la longue. Alors, il y a possibilité de les recycler comme ça fait propre. Tu n'es pas obligé de courir après des sacs, mettre ça sur le bord du chemin. Tu installes ça autour de l'arbre, ça fait propre. De toute façon, la pelouse ne sera jamais belle collée sur l'arbre. Alors, tu es aussi bien de faire autrement. Puis, si tu as le goût de mettre de la couleur, mets-toi des petits pots à fleurs dedans. Ton paille de... Ça va faire quelque chose de zen, quelque chose qui va être cute. Là. Mais au moins, tu as recyclé ton stock. Récupération et valorisation du feuillage des plantes aquatiques. Ça aussi, j'offre... moi, disons que je maîtrise la gestion des plantes aquatiques aussi, là, dans les fossés, dans les lacs, tout ça. Là. J'explique comment faire pour contrôler ces massifs-là qui nous envahissent partout. Vous reconnaissez ça, cette plante-là? Hein, quand vous prenez le chemin, là, le long des autoroutes, tout ça, là, c'est rendu une infestation de plantes envahissantes. Là, on capote, on ne sait pas quoi faire avec ça, mais c'est parce que le ministère n'a pas fait ce qu'il fallait faire avec au début. Moi, là, dans ce fossé-là, là, c'est une vieille photo. Ça fait 12 ans que je le récolte qui me sert de paillis que je mets pour mon ail. OK? Et l'ail n'est nourri que par le phragmite. Le phragmite, c'est une pompe à phosphore que les scientifiques appellent. C'est une plante qui vit dans des milieux riches en phosphore, donc ils captent beaucoup de phosphore dans leur feuillage. Fait que moi, je récupère le feuillage, puis je le hache, puis ça me fait mon paillis, puis là, le retour au sol, c'est une plante herbacée, première des choses. Donc, je suis dans le respect du paillis adéquat. Et puis, ça me protège contre la mauvaise herbe, garde mon humidité pour l'ail, et puis ça c'est recyclé à même la plate-bande. Alors, ça me fertilise en phosphore. C'est tout ce que je mets pour mon ail. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors moi, rendu à l'automne, ce terrain-là, il va avoir reçu un paquet de matière organique, mais pas sous forme de compost, mais sous forme de paillis, qui devient le compost. Il y en a déjà une bonne partie qui est digérée. OK, avantage à utiliser ces ressources-là comme paillis, ben, c'est gratuit, c'est disponible, tout le monde peut trouver ça. Ça évite les coûts pour s'en débarrasser comme aujourd'hui on fait. Évite les achats de produits emballés aussi. C'est que si on paye pour se débarrasser de ces ressources-là, puis on paye pour remplacer les ressources qu'on a payées pour se débarrasser. C'est ça qu'on fait, dans le fond. Fait qu'on marche ça va pas bien. Alors, bref, ça permet de créer, de respecter le processus de consommation circulaire, comme je vous ai expliqué depuis le début. Fait que ça devient des amendements pour votre sol. On finit là-dessus. On peut aussi pas juste travailler avec des végétaux morts. C'est quand quelque part, on aime bien voir des végétaux vivants. Alors, pour cacher le sol, on peut aussi, pour protéger contre les rayons du soleil qui vont assécher votre sol, travailler avec des végétaux vivants. Fait que là, on voit entre autres du trèfle dans une pelouse. Donc, le trèfle est de plus en plus utilisé dans les pelouses. Ça fait quelque chose de dense, plus dense que les pelouses traditionnelles avec des petits poils en l'air comme les terrains de golf, là, qui fait que là, Mère Nature ne considère pas ça comme une protection de sol suffisante. Alors, elle fait pousser d'autres plantes dedans, puis là, on sac parce qu'on a des pissenlits, on sac parce qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent dans nos plates-bandes. Mais dans le fond, Mère Nature, tout ce qu'elle fait, elle, c'est de boucher les trous pour répondre à la loi des vêtements de la terre. C'est tout ce qu'elle fait. Fait qu'il faut comprendre ça, là. Elle va toujours avoir le dessus. OK? Ça fait des millénaires qu'elle marche de même, puis on ne changera pas ça. Alors, si on ne fait pas ce qu'il faut pour cacher le sol adéquatement, Mère Nature va le faire à notre place, mais on va sacrer, par exemple. Parce que ça ne fera pas notre affaire. Ça va? Regardez, on peut couvrir avec d'autres choses aussi. Moi, c'est des aménagements que j'ai comme ça, des massifs, fleuris, oui, pour la plupart, ils fleurissent. Ça peut être bas, comme ça. Ça fleurit bleu, ça, au fait, quand t'en as une grande superficie, là, puis c'est en fleurs, là. On m'a dit que c'est un méchant beau spectacle. Puis là tu attires les pollinisateurs aussi, tu as de la vie là-dedans, là, tu sais. Ou ça peut être des couvre-sols plus hauts aussi. Parce que pour moi, un couvre-sol, c'est pas une plante qui pousse juste au ras-le-sol. Un couvre-sol, c'est une plante qui couvre le sol, peu importe sa hauteur. Okay? Donc, regardez, un massif comme ça, exemple, là, des rudbeckias, vous connaissez ça. Alors, planter un massif, là, on va dire, il n'y a pas de mauvaise herbe qui va vouloir pousser en dessous de ça. Pourquoi? Parce que le sol est bien couvert. Alors, Mère Nature, va-tu commencer à rajouter d'autres plantes là-dedans? Ben non. Pourquoi qu'elle ferait germer des graines là-dedans?
ça serait du gaspillage. Alors, elle garde les graines qui ont tombé là. Pourtant, il y a tombé autant de graines de mauvaises herbes dans le massif qu'il peut en tomber à côté sur la terre. Mais où la mauvaise herbe va germer? Là où le sol est à nu. Mais dans le massif, zéro. Okay? Et pourtant, les graines sont là. Mais elle les garde soit en réserve, parce que les graines qu'il y a dans le sol, on ne parle plus de mauvaises herbes, je parle des graines en général qu'il y a dans le sol, moi je considère ça comme une assurance protection de sol. Okay? C'est l'assurance que Mère Nature a de pouvoir cacher son sol s'il y a un besoin. Alors, il y a toujours des graines qui sont là. Et puis, s'ils ne sont pas utilisés pour germer, ils vont être utilisés pour nourrir la faune, nourrir les oiseaux, etc. D'ailleurs, la majorité des semences servent à ça. Okay? Sinon, s'il fallait qu'ils germent tous, ça n'aurait pas de bon sens. Ça va? Alors, je vous souhaite un bon jardinage éco-responsable. On voit ici mes tomates à l'abri, justement, avec les dispositifs en bas. On ne les voit pas, les dispositifs, là. Mais alors moi, j'offre des consultations à domicile, des formations un peu partout, conférences publiques, même j'offre des conférences privées à domicile, un groupe là, de même famille ou des amis là, qui se réunissent. J'arrive avec mon matériel, on s'installe dans le salon ou dans le sous-sol. J'arrive avec une bouteille de vin pour l'hôtesse, là, puis pour la gâter un petit peu, puis là, on discute comme ça. Alors, c'est ça. On a du temps pour quelques questions? Rapidement. On a une... Oups. C'est ton cellulaire? C'est mon téléphone qui vient de prendre une débarque. Okay. Il est habitué. Allez-y donc, rapidement. Oui, ben moi, je me demandais concernant le paillis de feuilles d'arbres hachées, est-ce que ça peut fonctionner sur un sol qui vient d'être fortement bouleversé, qu'il n'y a plus de vie dedans? Mettons, on a fait faire notre drain français chez nous, tu sais, ça a tout scrappé. Ça a tout scrappé. Fait que, est-ce que parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol, ça a tout été explosé? Oui. Ben c'est ça, c'est que là, comme tu n'as plus de vie, ce qui va apporter la vie, c'est s'il y a de quoi à manger. Okay. Alors, il faut que tu donnes à manger à la vie dans la terre qui va apparaître. Puis elle va venir assez vite, inquiète-toi pas. Alors, idéalement, si tu travailles avec, parce que souvent, ce que tu vas vouloir planter là, ça va être des plantes herbacées éventuellement. Alors, même si ça serait juste de la pelouse, là, il reste c'est des plantes herbacées pareilles. Alors, si tu veux vraiment conditionner ton sol correctement, là, mets des matières organiques de plantes herbacées. Des mauvaises herbes, de la pelouse tondue, des plantes aquatiques. Ça, c'est ça qui va être le mieux. Mais les feuilles vont quand même être bonnes. Ils vont juste prendre un peu plus de temps à se décomposer. Mais tu vas finir par bâtir un sol qui va être riche. Moi, j'ai parti un jardin sur un ancien terrain de volleyball de plage. Hey boy. Sablonneux seulement. Oui. Juste du sable. Puis la première année, je n'ai pas de photo pour ça, c'est dans d'autres montages. Là. Mais la première année, j'ai eu un rendement formidable. Pourquoi? Parce que j'ai justement travaillé avec des matières organiques. J'ai travaillé avec des algues qui étaient échouées sur le bord du fleuve. Moi, je reste pas loin. J'ai ramassé ça d'une descente de bateau qui était bouchée. Je ne pouvais même pas descendre les trailers, il y en avait tellement. Fait que j'ai dégagé la descente de bateau, mis ça dans mon trailer. Je leur ai rien chargé pour nettoyer la descente, dans le fond, parce que j'avais une ressource. Moi, c'était pour la ressource que j'allais faire ça. J'ai mis ça dans le sable à l'automne, mais laissé un petit peu. Au printemps, c'était quasiment déjà tout décomposé. J'ai planté là-dedans. J'ai mis paille adéquat, dispositif d'arrosage correctement, puis bingo, j'ai eu un rendement formidable dans le sable. Alors, on peut cultiver dans n'importe quel type de sol. Question facile pour les pots de yogourt. C'est des clous à finir. Combien de trous? Moi, j'ai mis 4 trous. Là, dans le fond, l'idée, c'est de faire sortir l'eau tout le tour. Mais on ne fait pas de trous dans le fond. Gros trous. Des trous d'à peu près 1 centimètre. Okay. Plus gros, tu risques d'avoir de la terre qui peut rentrer dedans un peu plus. Puis trop petit, l'eau peut avoir un peu de misère à sortir, surtout si tu es dans un sol qui est lourd. Là, vous nous avez apporté des couverts, c'est pour distribution, pour vente, vous nous le dites, là? J'en ai apporté parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés, là. Okay. Alors, j'en ai apporté, puis à ce moment-là, je peux vous les faire en spécial. Pareil comme quand je vous donne des conférences dans les sociétés d'horticulture ou un peu partout. Fait que oui, j'ai ça, puis j'ai quelques exemplaires de livres aussi. Là, vous pourrez voir les titres en avant, là. En particulier, jardiner en bac, parce que les bacs, c'est rendu populaire et c'est souvent ça que vous faites en ville, parce que tu n'as pas de terrain bien souvent. Mais chose que jardiner en bac, ça transgresse des lois qu'on a vues aujourd'hui. Là. Oui, okay, donc, il y a des problématiques qui peuvent venir que vous ne contrôlez pas, que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Moi, ce livre-là, il est fait pour ça. Il n'est pas pour promouvoir le bac, mais pour faire la différence entre jardiner en bac et jardiner en pleine terre. Excellent. C'est quoi qu'il faut que tu surveilles. OK? On va rester dans les végétaux. Mais c'est combien, les petits couverts? Les couverts, comme là, on a un paquet de 20 couvercles. OK? Donc, vous avez 20 couvercles comme ça, qui ça revient à 4,5 du couvercle, 90$ comme ça. Mais j'ai des boîtes de 10 à 48$. J'ai des paquets de 5 couvercles aussi à 25$. Puis j'en ai aussi avec des pots. Si jamais vous voulez expérimenter ça, vous en voulez un petit 5 avec le pot parce que vous n'avez pas de pot de yogourt. Vous commencez avec ça. Puis là, vous allez avoir assez de fun que vous allez me rentrer en contact avec moi. sergefortier.com, tout simplement.
pourrez voir les autres produits que j'ai là. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider grandement. Alors, sauvez-vous pas trop loin. On va essayer que vous en rapportiez le moins possible avec vous. Je vais rester un peu pour Natacha, parce que je sais qu'elle a des belles affaires à dire, elle aussi. Là. OK. Est-ce qu'on va l'acheter maintenant? Ou si vous... Ben, à la fin, là... Oui, à la fin, ça va se passer en arrière. OK. À la fin, je vais m'arranger pour rester jusqu'à la fin, puis on fera ça à mon Là, j'ai des véhicule. mains levées encore. 1, 2, 3. Rapidement, s'il vous plaît. C'est le trèfle nain blanc qu'on appelle. Mais ça coûte très cher, ça, la graine. Oui, mais ça t'en prend presque pas. Faut pas que tu penses que tu vas semer ça pareil comme de la graine de pelouse. Non, non, écoute, un plant de trèfle peut donner 2 pieds de diamètre. Un plant, une graine, OK? Alors là, faut que tu disperses ça. Là. Souvent, les gens vont semer le trèfle trop dense. Puis là, il s'étouffe lui-même, puis là, il meurt, puis il dit, merde, ça pousse pas dans mon terrain. Ça pousse quand on n'en met pas beaucoup. Ça va pousser là où c'est nécessaire. Fait que tu peux semer ça directement à travers ta pelouse actuelle. Trèfle blanc micro, c'est ça? Trèfle blanc nain. J'ai 2 autres mains en arrière. Rapidement, s'il vous plaît. J'ai un gros Ginkgo biloba qui produit des fruits. Est-ce qu'on peut faire un taillis intéressant avec le mélange des fruits du Ginkgo? Et wow. Là, tu m'as parlé des feuilles de ginkgo. Oui, des fruits de ginkgo. Les fruits, cet arbre-là, en principe, en horticulture, c'est pas adéquat, mais le fruit mélangé avec un peu comme les arbres fruitiers, là, Ouais. peut-être des pommettes, ou est-ce que tu peux mélanger ça avec ton taillis? Dans le paillis. Dans le fond, là, en environnement, le problème n'est pas le produit en soi, c'est la concentration d'un produit. OK? Alors, si tu n'en as pas trop de matériel problématique, mettons, là, ça va être réparti et à ce moment-là, ça ne devient pas un polluant. C'est un peu comme exemple, c'est un tas de fumier, là, c'est bon du fumier, mais s'il est tout en même place puis il se met du jus brun là, qui coule dans le fossé, c'est un polluant. Pourtant, c'est bon du fumier, mais c'est parce qu'il est en concentration. Alors, c'est toujours une question de concentration. C'est comme les feuilles de chêne que je parlais tantôt. Il y a une toxine dedans, mais si c'est en petite quantité, mélangé avec d'autres feuilles, t'en mets juste ça d'épais comme paillis au lieu de mettre ça d'épais. C'est pas normal, ça, de mettre trop d'épais de paille. Alors, là, tu n'as pas de concentration, fait que tu ne vis pas le problème. La nature a le temps de digérer ça. C'est une question de digestion. Tu sais? Une question de recyclage, si on veut. Fait que pour ça, fait que c'est concentration qui est les problèmes. Il nous restera à être à l'action maintenant. Hein? Merci infiniment pour tous ces bons conseils et cette présentation.